Vous êtes née où, Nathalie Biquet? Moi, je suis née à la Seine-sur-Mer. Donc, ça fait un certain temps. Et je suis très fière parce que j'ai toujours eu ma ville au cœur et en bandoulière et en étendard. J'ai fait des études d'architecture à Marseille. J'ai fait de la politique et j'étais souvent à Paris, mais j'ai toujours revendiqué d'être de la Seine-sur-Mer, même si à un moment, être de la Seine-sur-Mer, c'était un petit peu, on se demandait qui on était. Voilà, donc je suis née à la Seine-sur-Mer et mes enfants sont nés à la Seine-sur-Mer. Oui, c'était encore possible quand oui, ils sont nés. Ouais. c'est ça. Et quand vous racontez la Seine-sur-Mer à quelqu'un qui ne connaît pas, quand vous devez lui décrire la ville, qu'est-ce que vous dites? Alors, je pense que c'est une ville extrêmement hospitalière. Comme disait le poète, c'est la ville aux 3000 collines. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde la côte méditerranéenne, on est un des rares endroits où on a énormément de littoral, énormément d'accès à une mer Méditerranée très accueillante, avec des baies, des plages, des collines boisées, mais qui descendent doucement dans la mer. C'est histoire de faire un parallèle avec d'autres endroits comme Marseille par exemple, où le paysage est beaucoup plus rude, beaucoup plus dur. Nous, ici, à la Seine-sur-Mer, cette douceur de vivre, on la ressent aussi bien dans les paysages que dans l'accent des gens ou la sociabilité, je dirais, avec des rapports extrêmement apaisés et extrêmement chaleureux. Donc moi, c'est cette espèce de gentillesse ambiante qui me plaît. Et vos parents sont d'ici? Non, non, et je pense que je fais partie de ces gens qui aiment d'autant plus ce territoire. Mes parents sont rapatriés d'Algérie et ils ont trouvé ici à la Seine-sur-Mer leur point d'ancrage où ils ont fondé leur famille et leur histoire, même si elle a été un petit peu difficile puisque j'ai perdu mon père très jeune. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés, eux, avec la Méditerranée au fond des yeux et toute la pratique des bains de mer, de la douceur de vivre, d'aimer danser, faire la fête, etc., comme on peut imaginer les gens du Sud. Et je m'inscris tout à fait là-dedans. Ils sont arrivés en 62, vos parents? Oui. On imagine que, là vous en parlez avec beaucoup de douceur, mais on peut imaginer la difficulté de l'exil. Oui, alors ma mère était citadine, elle c'était Alger, mon père c'était Cherchel, c'était plutôt la campagne, il montait à cheval, mais dans un contexte qu'on a toujours fantasmé de gens qui étaient hyper privilégiés, alors que pas du tout. Hein. Ma mère travaillait à EGA, qui était EDF pour l'Algérie, et puis mon père, lui, était technicien pour les PTT. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont cherché une affectation. Donc, bien sûr, ma mère, qui était secrétaire de direction, n'a pas repris un emploi puisqu'on était 3, elle s'est occupée de nous. Et mon père a été muté. Et en fait, c'est au gré de ces mutations que nous avons atterri ici. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Qu'est-ce que vous retenez d'eux? Alors, moi, je pense que 2 choses essentielles. Un, c'est le courage, parce qu'ils ne se sont pas effondrés. Quand ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants, le courage de ne jamais pleurer sur son sort. Et puis le deuxième ressort, c'est le travail. Je pense que l'Algérie, c'était un peu l'Amérique de l'époque, où les gens, pour s'en sortir, n'avaient d'autre choix que de travailler. Alors la vie était plaisante et sans doute festive, mais aussi, d'un autre côté, ça a été pour beaucoup des travaux difficiles pour défricher les terres ou pour occuper des emplois dans des domaines qu'il fallait créer de A à Z. Donc voilà, moi je viens de ce monde du travail et de l'implication, de la responsabilité. Et ça, ils me l'ont tout à fait transmis. Donc vous faites vos études ici ou vous êtes quoi? Dans quelle école, dans quel collège ici à la Seine vous êtes allé? Ça c'est amusant parce que moi je fais mon école primaire à Léo-Lagrange aux Sablettes et c'est vrai que c'est étonnant de se retrouver devant le grillage, enfin devant le portail pour attendre ses enfants quand on a grandi ici. Donc en fait on se dit, est-ce que j'ai loupé ma vie d'être ici comme je suis sortie par ce portail quand j'étais petite et puis maintenant je viens chercher les miens. Et puis en fait non, il faut assumer et moi cette volonté de rester ici parce que j'ai toujours été persuadée que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Donc c'était un choix, mais c'est pas toujours un choix facile, surtout quand on fait des études et qu'on est qualifié pour avoir une carrière ailleurs. Donc j'ai fait mon école à Léo-Lagrange, après je suis allée au collège L'Herminier. Alors le plus drôle, c'est que j'ai fait d'abord dans les préfabriqués à L'Herminier, puis en 3e je suis rentrée dans un tout nouveau collège
Et quand j'ai été élue conseiller départemental, j'ai eu en charge notamment de suivre les travaux de ce collège pour une nouvelle rentrée, une nouvelle jeunesse de ce collège. Donc c'était un peu, la boucle était bouclée. Ensuite, Bossier, bien sûr, le grand lycée quand on est d'ici. Et je suis très heureuse de savoir, d'avoir poussé pour qu'on fasse des travaux de réhabilitation dans ce lycée. J'ai été entendue et normalement on devrait bientôt lancer les travaux de réaménagement parce que ce lycée symbolique de la ville de la Seine-sur-Mer est un peu vieillissant. Et puis ensuite, je suis partie faire mes études d'architecture à Marseille avec une petite coupure puisque je faisais du sport à haut niveau. Je jouais au volley et donc je suis restée dans le coin pour réussir à... Enfin, je jouais à chaque fois la montée, donc il fallait y rester. Et puis, il y a eu un temps où je suis partie à Marseille pour faire mes études. Quel souvenir vous gardez de l'école? C'était quoi l'école pour vous? C'était agréable? C'était une punition? Ah mais absolument pas. Pour moi, c'était une fenêtre sur la connaissance. J'ai toujours adoré, parce que je pense que je suis un peu hyper sociable, toujours d'avoir des copains, des copines, d'avoir cette espèce d'effervescence, parce que la maison c'est bien, mais c'est un lieu très clos et avec peu d'interaction, alors que là, c'était ouvert. Et puis, donc, j'ai toujours adoré ça. Et le souvenir, le meilleur souvenir, c'est qu'en 6e, quand je rentre au collège, donc je suis extrêmement timide. On a du mal à le croire. Voilà, c'est toujours étonnant, mais je préfère le dire. Oui. Mais je me suis soignée, comme dirait le film, parce qu'en fait, quand on part et qu'on est timide dans la vie, on est obligé de lutter. Et plus on lutte, et plus on arrive à être performant par rapport à d'autres qui n'avaient pas ce problème au départ. Et moi, un enseignant qui... Alors, je voulais toujours répondre. Je levais le doigt, j'avançais dans l'allée, je voulais répondre, je connaissais la réponse. Et puis, dès que l'enseignant m'interrogeait, un adulte qui me parlait, j'avais la voix qui tremblait, je me mettais à pleurer. Mais à la fois, j'étais pleine d'envie de répondre et de faire bien, Ça, c'était le maître mot. Et puis, en fait, quand je suis arrivée en 6e, donc je suis toujours aussi timide, mais il y a un proviseur qui voulait lancer le foyer. Et il voulait que les élèves disent ce qu'ils voulaient faire, quelle était l'activité en dehors de l'école qu'ils voulaient développer. Et puis, j'ai vu ce grand type qui était, lui aussi, il avait la foi et personne ne répondait. J'ai été mal pour lui, donc j'ai levé la main et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit « Je veux faire de la sculpture. » Et là, il me regarde et me dit « Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de la sculpture ?» Je n'en savais absolument rien. C'était totalement théorique puisque... En fait, je ne suis pas issue d'un monde où, chez moi, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas d'art, il y avait la radio en permanence, ça c'est sûr, mais plutôt sur RMC que sur Radio Classique. Et donc, j'ai dit la sculpture, elle m'a dit, vous viendrez me voir et on en parle. Et j'y suis allée. Et à partir de là, je ne savais absolument pas ce qu'on pouvait faire. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'il vous faut ? Et je lui ai dit macomoulage. Ce que j'avais vu à la télé, aux informations, la publicité. Et donc, je lui ai dit macomoulage. Il m'a acheté la boîte de macomoulage. Et pendant toute l'année de 6e, j'ai réussi à mobiliser, on était 6. J'ai mobilisé tous les vendredis 6 personnes, enfin 5 personnes et moi 6, pendant toute une année. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, ma force, c'était pas de vouloir faire de la sculpture, c'est de réussir à mobiliser des copains et des copines. En 6e, on a 11 ans, donc on est tout petit. Et l'année d'après, c'est une mère d'élèves qui s'est proposée. Et là, c'était tous les samedis matins. Et je n'ai pas manqué une seule session jusqu'en 3e, où j'ai appris la sculpture comme ça. Mais vraiment sur une idée... moi, ça me semblait magique de faire de la sculpture et donc j'étais très déterminée. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai réussi à monter un groupe jusqu'en 3e, de 6e à 3e. Vous ne savez pas d'où ça vous vient, cette idée de faire de la sculpture? Ah, jamais. Je sais pas. Mais je me souviens que quand j'étais petite, j'allais chercher la terre dans mon jardin pour faire les cendriers. Vous savez, on a tous de la terre bien argileuse, avec plein de cailloux dedans et tout ça. Mais je faisais déjà mes petits sujets. Et puis, comme j'avais l'air intéressée par la sculpture, j'avais une tante qui m'avait acheté un pain de terre en 5e. Bon, voilà. Et puis... En fait, c'est comme ça que ça commence, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont comme ça des aspirations et il faut savoir les entendre, surtout quand ils sont petits. La sculpture, donc vous faites cette rencontre en 6e, vous disiez, ça vous a plus quitté ou est-ce que le sport, par exemple, a pris plus de place à un moment donné? Oui, en fait, c'est des périodes, on n'a pas une vie linéaire.
Moi, j'ai fait beaucoup de sculptures. C'est sûr qu'à un moment, quand on va à l'école, on fait beaucoup de sport, puisque je faisais jusqu'à 20 heures de sport par semaine en seconde. Non, en terminale, pardon. En terminale, la sculpture, plus vous avez envie d'avoir votre vie de lycéenne. C'était quand même, j'étais quelqu'un de très actif. Et puis ensuite, j'ai plus fait, dès que je suis rentrée à l'école d'architecture, j'ai plus fait de sculpture jusqu'à la naissance, enfin, quand j'ai été enceinte de ma fille, puisque là, on se dit, il faut s'occuper, parce qu'on sort un petit peu de tous les réseaux classiques, du travail. Et donc, quand on est avec un petit bébé, donc voilà, j'ai repris la sculpture, mais bon, c'est des phases, quoi. Et puis, j'avais pas du tout l'intention de montrer à qui que ce soit que je faisais de la sculpture. C'est le hasard qui me fait rencontrer un journaliste qui me fait, qui me fait un reportage et qui dit, mais voilà, elle fait de la sculpture. J'en avais plein à la maison, des œuvres, mais je les avais jamais montrées, en fait. C'est votre art de prédilection? Vous faites de la sculpture toujours aujourd'hui? Vous avez du temps pour ça? Moins? Là, je viens d'arrêter quand même plus de 4 ans et demi de faire de la sculpture. Et pour déjà pour campagne, puis quand vous avez une activité qui vous prend entre 11 et 12 heures par jour, week-end compris, il n'y a plus du tout de place pour faire autre chose en vérité. Et là, je viens de reprendre depuis le 15 août. J'ai décidé que c'était une date importante. Et comme les choses se stabilisent aussi au niveau d'organisation, parce qu'il faut un temps aussi pour mettre l'organisation en place, voilà. On ne peut pas dire que j'y aille souvent, mais en tout cas, je sais, j'ai mon atelier et il est ouvert depuis le 15 août. C'est important pour vous de faire avec ses mains? Ah oui, je pense que j'ai toujours conçu qu'il y avait la théorie et dans le fond, comme dit le proverbe, pour déplacer une montagne, commence par déplacer une pierre. Je suis sûre que le fait d'agir concrètement sur la matière, ça vaut toutes les théories. Et moi, je l'ai même élevé, alors là, pour le coup, dans une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit son chemin, on sait vers où on va, mais il faut faire un premier pas, puis un deuxième. Et moi, je dis souvent à mes enfants que le plus important, c'est d'avancer, de faire quelque chose. Parce que finalement, quand on se rend compte que ce n'est pas la bonne chose qu'il fallait faire, on part de quelque chose, on a un référent. Ce n'était pas le bon chemin, mais au moins, c'est une base pour dire je vais faire autrement. Alors, soit on performe ce qu'on a commencé à faire parce qu'on était dans le bon chemin, soit ce n'était pas le bon chemin, on va prendre un autre biais. Et bien, pour moi, c'est toujours le même concept qu'il vaut mieux commencer par faire quelque chose. Et c'est un message, parce qu'aujourd'hui, je vois avec les réseaux sociaux, avec les gens, il y a la dématérialisation de la société, c'est la télé, on a l'impression qu'on voit la vie des autres à travers la télé, mais ce n'est pas la sienne qu'on vit. Et je pense que d'être ancré dans le concret, c'est très important. Et de la même manière, après, de manière intellectuelle, si on va parler du projet, mais je pense qu'on peut toujours voir le projet magique et le général, et puis essayer de l'appliquer à notre territoire. Mais moi, je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut toujours voir sa propre destinée, son projet à soi, et comment on s'inscrit dans la grande histoire. Mais si on veut toujours prendre le cas général et l'adapter à notre territoire, on ne peut pas. Alors que si on fait de notre particularisme ou de nos particularités, on arrive à l'inscrire dans une théorie ou dans un concept, on a tout gagné. Vous aviez imaginé être maire de votre ville quand vous étiez en terminale ou à Marseille, me dire qu'un jour vous seriez... Je me souviens d'une... J'ai un flash comme ça où je suis dans la ville de la Seine et j'entendais, on avait toujours ce sentiment que c'est un véritable gâchis, que la ville de la Seine mérite mieux, qu'on a un potentiel fabuleux qu'on n'exploite pas. Et cette idée, finalement, au plus loin que je me souviens, je l'avais. Je me souviens quand je descendais de Bossier, qu'on passait sur le port, qu'on trouvait que c'était triste, c'était gris, c'était sale. Donc c'est pas d'hier, quoi, de sentir qu'on mérite mieux, qu'on peut faire quelque chose pour cette ville. Et je crois qu'il y a un vrai attachement des Sénois à cette ville. Il y a une espèce de revendication des Sénois, toujours, qui sont hyper fiers et je dirais presque un peu... Ouais, chauvin, c'est peut-être un mot, mais tout le monde revendique que l'appartenance à la Seine, elle est très forte. C'est pas dans toutes les villes comme ça, mais l'appartenance à la Seine, oui. Mais je pense parce qu'elle a été maltraitée
Elle a connu des heures de gloire fabuleuses et puis elle est tombée dans une espèce d'oubli, de tristesse. Et puis je sentais bien qu'il fallait en fait la réanimer. Et pour ça, c'est l'amour, c'est seulement l'amour et la passion. Donc, et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. On est au Casino Joie, on est sur un site de mémoire, on est sur l'ancien territoire des chantiers. Vous avez connu les chantiers? Je l'ai connu surtout à travers les gens, puisque d'abord quand on était en terminale à la Seine-sur-Mer et qu'on descendait boire le café au Claridge, forcément on rencontrait les ouvriers des chantiers. Et donc toute notre vie, en fait, on se rend compte qu'on a des liens avec des gens dont les parents y étaient, etc., etc. Et puis encore maintenant, puisque quand on fait de la politique, qu'on rencontre des associations qui travaillent sur cette mémoire, elle est toujours vivante. Et puis surtout, je crois que moi, j'ai toujours eu le sentiment que pour faire de la politique, ça ne servait à rien d'aller critiquer ce que les autres avaient fait. Le plus important, c'était de se dire quel est le projet qu'on porte. Et à travers le patrimoine et l'histoire, j'ai trouvé un vecteur fabuleux pour enrôler les gens avec moi, pour leur donner un espoir et une envie d'avancer ensemble. Et c'est vrai que quand on travaille sur la ville de la Seine, qui a un patrimoine absolument exceptionnel, et puis des histoires multiples, vraiment multiples et riches. L'histoire des chantiers navals, quand on imagine ce que ça a produit, ces grands navires qui ont traversé les terres du monde entier, qui étaient réalisés ici même à la Seine-sur-Mer, et puis tous les ouvrages qu'on a fait, puisqu'en dessous on a la Darse, quand vous voyez les chantiers que ça a généré ici ou au quai d'armement pour faire des bateaux toujours plus gros et tout ça, et c'est qui en eau profonde, c'est notre véritable héritage. Et ça, c'est notre richesse à la Seine-sur-Mer. C'est ça que les chantiers nous ont laissé. D'abord, des équipements comme ça qui sont exceptionnels sur la Méditerranée. Et puis, on a inauguré à Brégaillon la semaine dernière sur le bâtiment du CNRS qui va faire de la recherche. C'est de la recherche fondamentale et de la recherche adaptée. Quand on voit que ça, c'est vraiment l'héritage des chantiers. Puisque la technologie vient des performances, du progrès indispensable à l'industrie. Donc, c'est un tout. Et c'est vrai que ça fait partie des histoires fabuleuses qu'il faut raconter, mais sous le prisme de ce que ça a donné de positif, pas des difficultés, parce qu'on sait qu'il y avait des difficultés sociales, on sait qu'il y a eu des conflits très, très difficiles, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. C'est l'intelligence collective qui a produit à un moment des navires absolument incroyables, et pas seulement des navires, puisque on a produit ici, qui était une terre d'industrie, des escaliers mécaniques, des chars pour la défense. Enfin, c'est fabuleux ce qu'on a pu inventer et réaliser ici. Mais vous dites, on ne regarde pas dans le rétroviseur et on ne pleure pas ce qu'on a perdu, on regarde ce qu'on va aller chercher, c'est ça? À la fois les deux, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on sache qui on est. Ça fait partie de notre richesse et c'est notre patrimoine, c'est important, mais c'est d'autant plus important que ça crée le futur. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut avancer vers un avenir qui soit intelligent et avec lequel toute la population se sente investie et associée, forcément, il faut que ça parle à nos racines. Et toute cette histoire, en fait, elle n'est pas innocente. On n'arrive pas là par hasard. S'il y a eu des chantiers navals, c'est parce qu'au moment où deux industriels anglais viennent faire ces grands chantiers, forcément, il y a déjà des chantiers autonomes qui embauchent à la journée et les gens viennent de La Ciotat à hier, viennent embaucher ici. Et bien plus loin, puisqu'il y avait aussi des saisonniers qui venaient d'Italie, etc. Donc en fait, c'est une réalité. À Toulon, il y a la marine, il y a les militaires, et toute l'activité qui n'est pas militaire, elle se fait en face, à la Seine-sur-Mer, c'est-à-dire le commerce et la construction des bateaux ou la réparation des bateaux. Et tout ça, ça avance comme ça. Donc on regarde vers l'avenir, mais surtout fort de notre passé, de notre patrimoine. Il y a des Seinois qui sont très tristes de l'histoire de ces chantiers, de ce territoire qui a été rasé finalement assez rapidement et qui reste peu de choses de ce passé industriel de pointe. Vous le disiez, on était enviés par des puissances internationales, nous à la Seine-sur-Mer. C'est ça. On sent votre volonté d'avancer. Tout à l'heure, vous disiez il faut toujours faire le premier pas.
Là, vous nous racontez une enfance avec des parents qui vivent l'exil, un papa qui meurt trop tôt, trop jeune, et on sent que vous êtes toujours dans... On avance, on ne pleure pas. C'est ça. Vous pleurez des fois? Rarement, très très rarement. Ça, je crois que je l'ai hérité de ma maman, notamment qui était une battante. Bon, mon papa, je ne peux pas savoir, mais ma maman était vraiment une battante. Et quand je suis venue un jour, j'étais en 6e, j'arrive en disant maman, m'a donné une gifle, mais elle me dit bah alors il fallait que tu la rendes. Et à partir de là, on se rend compte qu'elle ne va pas s'apitoyer sur vous-même, sur vous quoi. Il faut que vous êtes seul et vous vous défendez et vous y allez. Et je crois que ça vaut pour un titre individuel, mais ça vaut aussi pour une ville. Je crois qu'aujourd'hui, la ville de la Seine-sur-Mer est prête à rentrer dans le concert des grandes villes qui comptent. Parce que je crois que c'est une grande ville qui doit compter. Aujourd'hui, on est la 2e ville du Var et je suis... en fait, mon travail, c'est plus de la remettre au niveau où elle devrait être que de réussir à panser les plaies de la ville. Je crois que c'est un environnement et il faut qu'on arrive à montrer à quel point on est... Alors, résilient, c'est un mot qui a fait recette, mais en fait, c'est de se dire on était une ville rayonnante, puissante, attractive, puisque là, on vient de faire une exposition, on a sur des clichés aux Sablettes, le prince régné avec Grace Kelly, on a Belmondo, on a toute l'intelligentsia culturelle qui est aux Sablettes et on a l'impression, des années après, qu'on est juste bon à être un support de cité, de banlieue, voilà, où l'actualité des tirs à la Kalachnikov l'emporte sur tout le reste qui peut se passer dans une ville comme ça. Donc, bon voilà, on remet un petit peu les choses à leur niveau, parce qu'on parlait des chantiers navals, mais tout ce qui s'est passé dans le cadre de la balnéarité est absolument extraordinaire. Donc voilà, on a une ville qui devrait rayonner, et qui va rayonner de nouveau, bien au-delà de ce qu'on a connu ces 40 dernières années. Vous disiez, j'ai envie de réanimer ma ville, j'ai envie qu'elle rebatte fort comme ce que vous aviez, votre vision de jeunesse. Vous voyez une ville qui mérite mieux. Comment on fait pour réanimer une ville? Moi, quand j'étais jeune, ça vivait déjà pas trop, parce qu'on était vraiment sur la fin des chantiers. Donc on sait qu'au centre-ville, il y avait des cafés qui étaient très animés au moment de la pause. Mais à la fois aux Sablettes, qui était une station balnéaire du 19e, enfin en tout cas Tamaris, qui était une station balnéaire du 19e, qui a connu tout l'effervescence des congés payés. Quand on arrive dans les années, après les années 70, il ne se passe plus rien aux Sablettes. Donc on se rend compte que, enfin moi jeune, j'ai pas vraiment connu ça. Après, je crois qu'aussi c'est un parcours de vie. C'est que moi j'ai vu, j'ai bénéficié d'une réflexion sur un certain nombre de villes, notamment une où j'ai travaillé à Sanary. Je travaillais 13 ans, donc je me suis rendu compte à quel point l'animation, la culture, c'était un moteur important que j'ai mis, enfin en tout cas que j'ai participé à développer sur cette petite ville qui marchait très très bien à tous les niveaux, qui était pimpante, riche, etc. Mais l'activité humaine, la fête, l'animation, la culture, ce support-là n'y était pas. Donc je me suis renseignée sur comment on peut faire. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'espace pour les jeunes. Enfin, que dans une ville, normalement, il faut qu'il y ait des espaces pour les jeunes, des espaces pour les seniors. Et surtout, il faut qu'il y ait des espaces où tout le monde peut se mélanger. Moi, ce qu'on est en train de faire sur le parc des Sablettes, par exemple, c'est de se dire à un moment, on a un espace qui est magnifique sur le bord de plage. En fait, si on ne l'occupe pas, il y a des mauvais comportements qui s'installent. On en était à des règlements de compte où les jeunes venaient de Pontcarral, descendaient là, ils se donnaient rendez-vous ici. Donc on se dit, la nuit, il se passait des choses. Bon, alors heureusement, le jour, on ne le voyait pas. Mais, et pour contrer ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est qu'il faut qu'on mette des animations. Là, on a eu des événements absolument incroyables avec le championnat d'Europe de beach rowing. On a eu le beach soccer, on a eu une étape du championnat du monde. On a eu les Springboks. Donc forcément, il y avait beaucoup de monde. Les commerçants, les restaurateurs n'ont jamais aussi bien marché, même hors saison, qu'à ce moment-là, parce que il y a du monde partout. Et en fait, c'est ça. C'est pas le monde pour faire du bruit, parce que je crois qu'il y a une image, une idée qu'il faut vraiment bannir, c'est que l'animation n'est pas le bruit.
quand vous allez à Sanary, marché nocturne, l'été, vous avez le bruissement de la foule, des gens qui parlent, c'est rempli de monde, pourtant ça ne fait pas de bruit et l'animation est là. Donc je pense que c'est la vie elle-même, c'est la relation entre les gens qui crée le bonheur et le bien-être. On est content d'être là parce qu'on a l'impression d'être au milieu de quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, ça manque beaucoup aux jeunes. J'ai une pensée pour les jeunes parce que avec le Covid, il y a des jeunes qui ont... Enfin, moi, je vois, c'est le cas de mon fils. On a fêté ses 20 ans, on était tous les deux avec... heureusement, vive Facebook, donc avec un gâteau, une bougie, bon voilà, et on leur a, c'est un peu comme si on leur avait rapté 2 années de leur vie, et c'est énorme à cet âge-là. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils trouvent leur place dans la société, mais aussi bien les personnes d'un certain âge, mais aussi bien les gens qui travaillent et qui savent plus où sortir ou passer un bon moment après avoir travaillé. Enfin, ce côté festif où on peut faire des choses simples. Un peu à l'espagnol, on peut faire des choses simples sans que ni ça coûte des fortunes, ni que ça fasse du bruit, mais que ce soit juste agréable. Vous étiez qui à 20 ans, vous? À 20 ans, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, puisque je faisais du sport, je faisais du théâtre, je faisais de la sculpture, je faisais aussi des études, et j'avais envie de m'amuser, quoi. Je pense que j'avais envie de faire plein de choses. J'étais curieuse et peut-être un peu trop affamée. Alors, je n'ai jamais choisi, en fait, entre toutes mes passions. En revanche, j'étais passionnée, ça c'est sûr. Mais je n'ai jamais... Et régulièrement, quand j'ai progressé dans le monde politique, j'avais régulièrement des gens qui me disaient « Mais tu peux pas faire de la sculpture, il faut que tu arrêtes la sculpture, tu peux pas faire... Pourquoi? Je sais pas, ça donnait une image peut-être de pas sérieux, alors que je peux vous assurer que tous les artistes que je connais, aujourd'hui pour être artiste, il faut être hyper rigoureux, hyper travailleur, hyper ponctuel. C'est l'inverse de ce qu'on imagine quand on dit « Ah oui, mais ça c'est un artiste ». Bohème. Oui, c'est ça, mais pas du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas être artiste si on est bohème. Dans d'une grande famille, oui, mais le matin, c'est encore plus dur de savoir ce qu'on va faire. Et puis, psychologiquement, c'est dur, quand on n'est pas dans un schéma classique. Donc, voilà, donc régulièrement, on me disait « Ah non, mais tu peux plus faire d'art quand tu fais de la politique ». Et puis, on me disait aussi « Non, mais quand on voit ce que tu fais, Nathalie, tu perds ton temps à faire de la politique, ça ne sert à rien ». Et parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas élu, on fait de la politique... sur une espèce d'idée qu'on a, d'un idéal de société. Mais tant qu'on n'est pas élu, c'est un vœu pieux, quoi. C'est une idée. Maintenant, quand on est dans la place et qu'on a été élu, ça semble évident pour tout le monde. Mais au début, il y a beaucoup de travail avant d'arriver à être en place pour pouvoir réaliser ses objectifs. La politique, c'est une passion comme la sculpture est une passion pour vous? Ah oui. Ah, je pense que s'il n'y avait pas de passion, la politique, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté. Pourquoi? Parce que c'est un monde très ingrat. C'est dur à vivre de l'intérieur avec les gens qui y sont. C'est dur à vivre de l'extérieur avec les gens qui vous voient et qui vous critiquent sans vous connaître. C'est dur dans les relations, on le voit maintenant avec les riverains d'une société où quand on va sur un site, on a les administrés qui sont hyper agressifs, on est dans un monde qui mute aussi, et puis l'administration c'est compliqué, et puis les structures où on est partie prenante mais où on n'a pas la main, c'est compliqué, donc c'est un parcours du combattant. Donc il faut vraiment avoir la foi, hein. Autrement on arrête, ça c'est clair. Quand est-ce que ça arrive l'engagement pour vous? Quand est-ce que vous entrez en politique? C'est votre premier boulot ou vous avez exercé par ailleurs? Non, j'étais architecte d'abord. Vous avez exercé comme architecte, vous étiez diplômée? Oui, j'ai eu mon diplôme. Et en même temps, alors ce qui est amusant, c'est que j'ai eu mon diplôme, donc la même année que je rentre au conseil municipal dans l'opposition à la Seine-sur-Mer. Et en fait, mais c'est le hasard de la vie. Je pense que tout le monde devrait être confronté de près ou de loin à la politique parce que c'est assez passionnant, parce que ça touche la vie des gens. Donc on a l'impression d'être utile, de faire quelque chose d'important. Mais en fait, moi, c'est parce que ma belle-mère faisait de la politique. En fait, elle faisait pas vraiment de politique. Elle était dans une association, à l'époque, c'était Marée Police,
pour la reconversion du site des anciens chantiers, pour faire un projet économique basé sur vraiment la richesse, la création de richesse et d'emplois, et pas sur un projet de promotion immobilière. Et donc, elle faisait ça, on savait tous qu'elle était très militante. Et un jour, elle me rend service avec ma fille. Enfin, je fais mon école d'architecture parce qu'en fait, comme entre-temps, je faisais du sport à haut niveau. Enfin bon, bref, j'ai un peu toujours tout fait en même temps. Et un jour, elle avait un salon sur Paris. Et puis moi, nous, on était embêtés parce que son père et moi étions tous les deux à l'école d'archi. On avait tous les deux des épreuves à passer. Donc, elle a annulé pour garder ma fille. Et donc, en contrepartie, parce que je suis quelqu'un de très loyal, donc je lui dis, bah, si vous voulez, je viens vous aider à distribuer des documents. Mais au début, moi, je me suis mise comme je prends mon panier, je distribue. Et puis, en fait, j'ai sympathisé avec les gens qui étaient là. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et vous avez attrapé le virus? Ah, carrément. Carrément. Et tout de suite, je me suis lancée dans il faut qu'on me propose quelque chose. Enfin, après, j'ai eu l'avantage de faire mes études d'architecture en même temps que j'étais dans la campagne. Donc, en même temps, de toute en même façon, temps, voilà, ça en c'est même temps, tout en même temps, tout le temps, en fait, c'est ça le truc. Oui. Et en fait, la scène m'a servi de laboratoire, en fait, pour expérimenter ce que moi j'étudiais. La première action que j'ai menée, c'est pour sauver l'hôtel du Golfe, puisqu'un jour, donc je faisais mes études d'archi et j'apprends donc par ma belle-mère qu'il y a eu un permis de démolir. Ça fait 1 an qu'on doit démolir ce grand bâtiment. Ça me semblait tellement incongru que je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose et j'ai lancé une pétition. Et donc en lançant cette pétition, je me suis dit oui mais c'est quoi ce bâtiment? Pourquoi on a ça là? Et puis quand j'étais petite, c'était l'endroit où on allait à la plage. On se dit, mais ils vont nous voler notre histoire, parce que c'est la mémoire collective. C'était le fond du décor de notre vie, quoi. Et j'étais pas la seule. Donc je me suis dit, quand j'ai commencé à parler de ça, tout le monde, ça a eu un retentissement pour tout le monde. Donc du coup, sur cette mémoire collective, moi j'ai étudié, moi j'ai toujours travaillé, donc en fait, du coup, je me suis renseignée, c'est quoi le patrimoine, pourquoi, ça éprouve quoi chez les gens, comment on peut fédérer autour de ça. Et c'est notre histoire commune, le patrimoine, vraiment. Et donc, le Grand Hôtel a été sauvé. Premier combat, une victoire au bout d'1 an quand même, hein, parce qu'il a fallu 5 minutes pour le décider, enfin 5 minutes. Pour que le maire de l'époque dise, bon ben voilà, pour faire plaisir à la conseillère municipale d'opposition Nathalie Biquet, nous ne détruirons pas l'hôtel du Golfe. Mais moi, ça m'a demandé 1 année de travail pour faire tourner des pétitions. À l'époque, c'était pas Internet, hein, on avait eu près de 5000 signatures, il avait fallu les faire signer, les papiers. Hein. Du coup, je me suis renseignée sur cette histoire. Je suis partie en Turquie pour voir sur les traces de Michel Pacha, que je ne connaissais pas, donc je ne savais pas qui c'était. Et depuis, j'ai fait des conférences, j'ai fait des bouquins, je vais en sortir un bientôt, sur Michel Pacha, sur toute cette histoire qui est absolument fabuleuse. Et voilà, c'est ici à Tamaris, mais c'était aussi aux Sablettes avec le Grand Hôtel, mais à l'époque, je ne savais pas. Je rappelle que vos parents donc, sont venus d'Algérie, et donc toute cette histoire-là, elle a été un petit peu coupée abruptement. Alors, l'histoire à la Seine, ça, vous la protégez. Il n'est pas question qu'on efface ce passé-là. Ah non, mais carrément. Non, mais je crois que c'est ça, notre richesse, c'est vraiment ça, c'est d'avoir tous s'inscrire dans une histoire. Et je pense que c'est là où les gens peuvent adhérer. Vous savez, c'est l'histoire de la Fête des Lumières à Lyon. C'est le 8 décembre. Mais c'est parce que, historiquement, tout le monde mettait une petite bougie sur la fenêtre. Et donc, si ça a pris une telle ampleur, si c'est cet événement-là, c'est parce que la population adhère. C'est parce que la population, ça résonne pour eux. Et donc, l'histoire des chantiers navals, c'est notre ADN. Et quand je suis en face à Brégaillon, puisque vous avez eu la bonne idée de vous mettre ici, que je vois Ifremer, que je vois le CNRS, mais que je vois Orange Marine avec le nouveau Sophie Germain, qu'ils viennent accoster ici. C'est-à-dire qu'au départ, ils devaient aller à Brest. Ils ont fait le choix parce qu'ils voient bien qu'ici, ils sont bien reçus. Pour nous, là je parle vraiment de notre majorité, c'est essentiel de valoriser tout ce qui est le secteur économique, la recherche et l'emploi derrière. Et donc, 1836, les câbles marins à la Seine-sur-Mer. Et aujourd'hui, alors moi je croyais que la téléphonie moderne se passait par satellite. Et en fait, non, ça sous les eaux, c'est à 85% toujours sous la mer. Ils ont performé au niveau de la technologie, puisqu'ils vous montrent comment réparer des fibres optiques. Mais tout ça, ça se passe à la Seine-sur-Mer. Donc, c'est une grande fierté. Donc, vous êtes architecte. Ça, construire, faire, ça vous plaît? Oui, absolument. Et donc, vous vous lancez en politique. D'abord, conseillère municipale à la Seine, oui. Dans l'opposition. On est en quelle année?
95. 95. Et ensuite, vous n'avez plus quitté la politique. Absolument. 95, je suis dans l'opposition, avec un message toujours que j'essaye constructif. 2001, du coup, c'est Arthur Pech qui se lance sur la scène, puisqu'il venait de Bandol et il me demande si je veux être avec lui sur la liste. Il se trouve que c'est assez... Pour l'anecdote, j'étais la plus ancienne en politique à la scène de la liste, puisque j'étais élue conseillère municipale avant d'intégrer la liste de 2001. À ce moment-là, je suis adjointe. À un moment, il y a une rupture parce que je ne suis pas d'accord avec le PLU et notamment la stratégie de construction et de béton sur la ville. Hein. Je m'en suis exprimée suffisamment. Et comme j'ai toujours été fidèle à mes idées, donc nous allons jusqu'à une rupture. Et donc je reviens dans l'opposition. Et à ce moment-là, j'intègre professionnellement, je commence mon emploi au cabinet de Sanary. Donc là, après avoir été côté politique, je rentre dans l'administration en quelque sorte. C'est-à-dire je suis du côté du manche, mais de l'administration dans une majorité et dans une ville qui marche très très bien. Et là, je fais le tour de toutes les missions d'une collectivité. Je travaille sur les budgets, etc. Donc, ça a été extrêmement formateur pour moi de voir comment on gère une ville et surtout de voir quelles sont les relations avec la population, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, je me suis fait ma propre expérience, mais parallèlement, j'ai toujours continué la politique à la Seine-sur-Mer, parce qu'il n'était pas question que je parte de la Seine-sur-Mer. Donc, j'ai toujours habité ici, j'ai toujours continué la politique ici. Donc, en 2008, il y a des élections, je me présente, je suis candidate. Je fais un peu moins de 10%. Et surtout, je ne me positionne ni pour les uns ni pour les autres. Comme ça, je me dis, je n'aurai pas de responsabilité dans cet échange. Et puis, je reviendrai. Et en fait, c'est ce qui se passe, puisque en 2008, donc, Arthur Pech est battu. Moi, je continue à travailler. À ce moment-là, je ne suis plus dans un conseil municipal. Je reviens en 2014, où je demande l'investiture. Je ne suis pas entendue. Et donc, je suis élue une nouvelle fois dans l'opposition. Mais je crois que ce qui est important, c'est que j'ai toujours travaillé, quand j'étais au conseil municipal, j'ai toujours pris la parole, j'ai toujours à côté travaillé dans le cadre d'associations pour porter un projet pour la ville, parce que je suis persuadée que c'est ça qui, en 2020, m'a fait élire, c'est le fait d'avoir une ligne de conduite claire, un projet pour les Sénois, pour la Seine, clair. Vous disiez, on rentre en politique pour donner vie à une vision, un engagement. C'est quoi cet engagement que vous vouliez prendre pour votre ville ? Eh bien, en fait, la ville de la Seine-sur-Mer, pour moi, est une perle sur la Méditerranée. C'est ce qui lui a valu son développement, puisque les chantiers navals d'un côté, mais la balnéarisation de l'autre côté. On se rend compte que c'est cette Méditerranée, c'est cette mer qui porte les projets, les ambitions et l'identité de la Seine-sur-Mer. Donc, en fait, dès que je suis arrivée, j'ai fait un schéma global de mise en valeur du littoral sénois. Parce qu'il était évident qu'avec 27 km de côte, on voit bien que les Sénois n'en connaissent que très peu de cette côte. C'est essentiellement le port, qui est quand même tout petit, un peu encombré de voitures, et puis c'est la plage des Sablettes. Mais 27 km de côte, c'est tout le... En arrivant, donc j'ai décrit ce qu'est ce littoral, donc notamment avec la zone économique de Brégaillon et un potentiel de développement énorme en termes de retombées économiques, et qui dit retombées économiques dit aussi des emplois. Et on a été confrontés, pendant les difficultés qu'ont rencontrées les CNIM, on s'est rendu compte à quel point personne ne savait ce qui se passait là-bas. Donc c'était important, et je leur ai dit d'ailleurs à l'époque, c'est important de faire savoir, parce que la population peut s'engager et peut vous soutenir du moment qu'on sait ce que vous développez. Et puis,
Et puis, sur le centre-ville, le port, il faut résoudre ce problème de la circulation. Et on a un parc magnifique, mais il n'y avait personne dedans. Donc, comment on l'anime ou, là, pour le coup, c'est une création. Donc, on l'a fait. Maintenant, il faut trouver des activités pour que le centre de la Seine-sur-Mer, parce que le centre-ville a changé d'échelle. On a toujours cette impression que le centre-ville, c'est le petit centre historique, mais pas du tout. Aujourd'hui, à 65 000 habitants, le centre-ville, ça parle du rond-point du 8 mai au rond-point Kennedy, en passant par Gambetta et Stalingrad. Enfin, c'est beaucoup plus gros. Donc, en fait, on a la chance d'avoir un parc en plein cœur de notre ville et qui a lui aussi les pieds dans l'eau. Le jour où on arrive à se baigner au centre-ville, on a gagné la reconversion de notre ville. Ensuite, on a toute cette corniche avec les croisiéristes, avec des activités aussi du nautisme et pourquoi pas du yachtisme, parce qu'aujourd'hui, les grands yachts peuvent très bien venir sur les quais en eau profonde. Et on a toute cette corniche Bonaparte. On a prouvé que c'est un patrimoine militaire, notamment historique. On a 5 forts militaires à la Seine-sur-Mer. On a l'histoire de la rade, la défense de la rade se joue à la Seine-sur-Mer. Alors, j'ai essayé de le montrer à travers l'événement Bonaparte. Tout ce qui se passe ici, c'est absolument fabuleux. Et cette histoire, c'est un vrai ciment pour créer ce territoire métropolitain. Et moi, je crois beaucoup, donc, comme je vous l'ai dit, à l'histoire, au patrimoine. Et là, on aurait quelque chose à vivre ensemble. Et nous, quand on voit que le Fort Balaguer et le Fort Les Guillettes sont en face de la Tour Royale, il y a un ensemble absolument superbe donc à mettre en valeur. Et puis après, il y a la corniche de Tamaris, toute cette histoire de la balnéarité du 19e siècle, avec Michel Pacha, qui est un capitaine d'industrie fabuleux, mais un capitaine d'industrie qui va installer donc les phares en Méditerranée, ça c'est clair, tout le monde le sait, mais qui va développer un quartier à Tamaris, une station climatique dont il va faire le prolongement aux Sablettes et qui nous laisse un patrimoine incroyable. Il y a 5 stations balnéaires sur la Côte d'Azur. Et Tamaris, c'est la grande oubliée. Mais on était exactement au même niveau que hier, puisque c'est notre voisine, mais que Cannes ou que Nice. Alors Nice, c'était une ville qui était déjà habitée, mais à chaque fois, ils développent un quartier qui est vraiment typique et qu'on retrouve dans nos villes, dans nos stations balnéaires. Donc ça, c'est pour la balnéarité du 19e. Et puis après, nous, on a avec Pouillon tout le développement des bains de mer et des congés payés qui arrivent sur les Sablettes. Et puis cette histoire aussi est fabuleuse. Enfin, je pense qu'on en a trop des histoires. C'est trop beau et il y a trop de choses à dire. Et c'est un peu ça, parce que tout le monde se dit, ouais, mais et je pense que... et puis après, on a tout Sissier, tout le massif avec la défense des petits fonds marins, la régénération, parce que toute la vie dans les océans et dans les mers se fait d'abord sur les littoraux. Donc on a un vrai sujet avec le Cap Sissier, et puis qui est un monument historique de la navigation quand même. Le Cap Sissier, c'était vraiment l'endroit, c'est l'endroit le plus au sud de cette région PACA, de cette région sud. Et donc, il y a une histoire pour les marins, c'est un endroit absolument incroyable. On a des épaves en dessous, on plonge. Donc voilà, donc on pourrait, et je pense que la ville de la Seine a des histoires. C'est une ville puissante, la ville de la Seine-sur-Mer. Et je pense qu'il faut redonner cette puissance aux gens, il faut qu'ils recommencent. D'abord, la fierté, elle a toujours été là, donc je suis contente, moi, quand je retrouve la fierté chez les Sénois. Et puis après, il faut que la ville de la Seine reprenne son rang. Vous êtes la première femme à la tête de la Seine-sur-Mer? Oui. C'est un enjeu pour vous? Ça veut dire quelque chose pour vous ou pas? Alors, je dirais oui et non. Je dirais, je ne suis pas dans le féministe au sens historique du terme. Ma fille, elle est, et on a des discussions d'ailleurs, maintenant qu'elle est grande. Et elle me dit, mais maman, tu dois te faire appeler la mairesse. Elle me dit, parce que c'est un combat, et que tu es une femme, et qu'il faut l'assumer. Et moi, je dis, moi, je veux qu'on m'appelle Madame le maire. Parce que pour moi, c'est un combat d'arrière-garde. Je suis rentrée dans une profession, et ce n'est pas genré pour moi. C'est-à-dire que je ne fais pas la différence entre le fait d'être un homme ou une femme. Je veux rentrer, et je suis rentrée, dans la cour des grands, où il faut absolument avoir dépassé ça. Enfin, moi, je ne l'ai jamais senti comme ça. Je n'ai jamais fait la différence. Je ne me suis jamais interdit de faire ce que j'avais envie de faire. Peut-être c'est ma mère qui m'a toujours dit que tout était possible. Parce qu'en fait, elle n'imprimait pas une marque ou un dogme dur.
Donc, ben, pour moi, on m'avait expliqué quand j'étais petite que tout était possible. Et si on n'est pas... l'ascenseur social, pour moi, il peut encore fonctionner. C'est pas parce qu'on est né ouvrier qu'on ne peut pas, à la fin de sa vie, être un richissime donateur. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas exercer ce métier. Bon. Après, j'étais confrontée quand même à ce monde qui est extrêmement dur, je dirais sectaire, plus que même machiste. Mais c'est vrai que phallocrate, oui, c'est un monde qui est très très difficile. Mais pour moi, oui, la politique. Ouais. La politique, oui. Parce que pour moi, ce n'est pas un enjeu. Je suis là. La chose la plus difficile, c'était vraiment de savoir si la population était prête à voter pour une femme. Ça a été une question. Parce que quand vous faites autant d'années de politique pour être élu, si les gens qui doivent vous élire ne sont pas prêts à faire ce pas, et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus modernes que les politiques. Et on se rend compte qu'en général, dans tous les faits de société, c'est plutôt la société qui est en avance et le politique en retard. Il y a un décalage de 15 ans, je dirais, mais sur tous les sujets, hein. Que ce soit pour le féminisme, que ce soit pour l'environnement. Bon, voilà, après, on le constate, on est là. Donc, ce n'est pas un enjeu en soi, mais c'est quand même une grande fierté. Parce que derrière, ça veut dire que, moi, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, c'est un message pour toutes les petites filles de se dire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas plus de travail, il faut montrer qu'on est plus compétente, qu'on est plus travailleuse, qu'on est plus présente, on est plus. Et puis surtout quand on a des cheveux longs et frisés. Donc là, on rajoute de la difficulté. Mais la réalité, c'est que c'est possible. Et c'est intéressant de le dire et de le montrer aux petites filles, en tout cas. C'est quoi le pire truc qu'on puisse vous dire, qui vous touche, que vous digérez pas? Ah, qu'est-ce qui me fait le plus mal dans ce qu'on me dit? Je pense que c'est quand on remet en cause ma probité. Je pense que je suis profondément honnête. J'ai fait de mon enthousiasme une arme de guerre. Mais quand on remet en cause ma probité personnelle, parce qu'effectivement, comme la politique, de temps en temps, il peut y avoir quelques attaques personnelles, ça c'est difficile, surtout quand on a été toute sa vie à payer ses impôts, à payer ses PV, etc. Mais bon, après, je dois dire que pour être là, il faut quand même avoir une capacité à encaisser sans s'effondrer, sans se désespérer, sans même se vexer. Ne serait-ce que se vexer. Pas le prendre pour soi. Voilà, c'est ça. Ouais. Les accords Toltec. Donc, les accords Toltec ont été des amis pour moi. Ouais. Ne rien prendre pour soi, c'est la base. Ne supposer de rien, ça c'est sûr. Ouais. Faire de son mieux. Avoir une parole impeccable. Avoir une parole impeccable. Okay. Absolument. Quand, au bout de 25 ans de politique, vous êtes élu à la tête de la Seine-sur-Mer, vous pensez à qui? 2 femmes, ma mère, parce qu'elle est décédée juste avant et c'était un roc dans ma vie, et ma belle-mère, parce qu'elle aussi est décédée juste avant. Elles ont disparu à peu de temps d'intervalle et je pense que c'est elle qui m'a montré la voie. Les 2 femmes de votre vie? Oui, on peut dire ça. Au moment où vous avez cet accomplissement, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme un grand accomplissement, vous en avez eu d'autres dans votre parcours, mais c'est un bel accomplissement. Elles ne sont pas là. Non, elles ne sont pas là. Mais bon, je pense qu'il y a un accompagnement, quoi. On n'est pas seul. De toute façon, on ne peut pas faire de la politique si on est seul. Donc moi, j'ai toujours été très entourée et avec des structures que je crée d'ailleurs la plupart du temps, hein, des associations, des amis. J'ai des amis fidèles. Je pense qu'il y a des gens, il faut vraiment... il y a des raisons de s'enthousiasmer, quoi. Des gens qui sont là depuis la première heure, qui ne demandent rien, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que des fois ils souffrent avec vous alors que vous ne le savez même pas et ils sont toujours là, quoi. Et non, c'est une drôle de destinée. Après, un accomplissement, je ne sais pas, mais j'ai eu la sensation quand j'ai été élue que j'étais au bon endroit. Ça n'a pas été, je veux dire, j'ai pas explosé de joie, c'était pas comme si j'avais souffert pour arriver là, non. C'était comme si c'était une espèce de, les planètes s'alignaient. Et que j'étais à l'endroit où j'aurais toujours... Enfin, c'était naturel que je sois là. Je ne suis pas partie à faire des choses extravagantes et tout ça. C'est comme si je savais, je me suis assise, je n'ai pas eu de stress. Parce que c'est mon prédécesseur qui m'a demandé si j'avais eu du stress. Parce qu'il y a eu une semaine où on s'est vus, puisqu'il déménageait ses affaires, j'emménageais les miennes. Et
Et il m'a dit, mais t'es pas stressé? Lui, il avait fait un AVC, tout ça, ça avait été terrible. Alors que moi, pas du tout. Et pourtant, c'était, voilà, je sais pas comment le dire. C'était, j'avais beaucoup travaillé avant, je m'étais beaucoup impliquée. J'ai toujours été une battante, j'étais à fond, j'ai donné énormément de travail. Et quand je suis arrivée, ben voilà, j'étais où je devais être. C'était bizarre, quoi. Ni enthousiasme plus que ça, ni déçue, ni non. J'étais à la juste place. Dans l'imagerie populaire, on imagine la politique aussi comme un lieu de trahison, de compromission, de difficulté. On se doute que ça n'est pas un long fleuve tranquille. Comment vous dealez avec ça? Comment vous faites pour vivre dans cet univers qui nous semble, nous, les administrés, parfois très violent? C'est très violent, c'est très violent. Alors je pense que, on ne peut pas faire ça si on ne prend pas de recul sur les événements. C'est-à-dire que systématiquement, quand vous avez le téléphone qui sonne, vous êtes obligé de vous dire quelle catastrophe encore je vais avoir. Mais en fait, ça remonte à loin. C'est en fait tout l'exercice de ces fonctions, de ce métier. Donc en fait, à un moment, ce qui peut être embêtant, c'est que ça tue un peu l'enthousiasme. Puisque en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous attendez de voir avant de... Et puis après, il y a un jeu politique qui fait que moi, je fais de la distinction très nette entre les gens qui font de la politique et mes amis. Alors, il y a des gens avec qui je fais de la politique qui sont mes amis. Et des gens qui étaient mes amis qui sont venus faire de la politique avec moi. Mais globalement, je pense que quand on fait de la politique, et je leur disais régulièrement, parce que j'en ai mené des campagnes, je disais, on a un projet collectif. On n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche et se dire des mots doux, et après des trahisons et des trucs ça. Non, on est là parce que je crois qu'en matière de management, on est là parce qu'on a un projet commun, mais que chacun doit rester à sa place. Et moi, je ne suis jamais rentrée dans le monde de l'intime à travers la politique. On peut évoluer, on peut avoir des relations et avoir... aujourd'hui, j'ai une majorité qui est un vrai bonheur. Mais c'est vrai qu'au début, quand on fait de la politique, on fait des accords, on se met en position de combat. C'est une aventure humaine un peu banale, mais c'est vraiment, on est dans une notion de combat. Et en général, quand on fait l'armée, on fait l'armée avec les troupes qui nous sont nécessaires pour gagner le combat. Après, la trahison, bien sûr qu'elle existe, et c'est extrêmement cruel et c'est affligeant. Mais après, l'humain n'est qu'humain. En fait, je crois qu'il faut partir du principe que, bon, voilà, il ne faut pas espérer trop, comme ça on n'est pas trop déçu. Et vous faites quoi? Vous envoyez les vases au mur, vous criez, et le lendemain, vous repartez au combat? C'est comme ça que vous faites? Comment vous faites? Non. Alors, je sais pas, peut-être il faut que je fasse une psychanalyse. Je n'ai pas ce genre... Je n'ai pas de besoin d'exulter comme ça. Je pense que je fais du sport, c'est bien. C'est-à-dire que de courir, déjà, je pense que ça suffit à relâcher beaucoup de choses. Là, en ce moment, je marche. Et c'est vrai que le sport est une manière absolument incroyable de défouler, de lâcher les tensions. Après, j'ai toujours fait ça. Donc, mais voilà, je n'ai pas besoin, ou je vais faire le jardin. J'adore faire le jardin, j'adore la nature. Donc, ça me suffit à sortir les mauvaises pensées. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie aussi de la maturité. On est apte à avoir le poste que j'occupe parce qu'on a connu ça et c'est une montée crescendo. C'est-à-dire qu'on est préparé à chaque fois fait partie de l'expérience, par les mauvais coups qu'on a pris et donc on relativise de plus en plus sur les mauvais coups. Il y a moins de surprises. Oui, finalement, oui. Qu'est-ce qui vous motive toujours à avancer? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait aller chercher des mandats, continuer l'action que vous menez dans votre ville? C'est quoi votre moteur? Alors, je pense que, je suis hyper optimiste de nature. Je pense que ça fait partie des choses, à la limite, on l'a à la naissance. Et ensuite, c'est marrant ce que vous dites, parce que je crois que j'ai une espèce de curiosité. Chaque jour est un jour nouveau où il va pas pouvoir se passer plein de choses. Et vraiment, je me couche avec cette sensation que vivement demain, une nouvelle aventure est au coin de la rue. Et en fait, voilà, c'est la promesse d'un jour nouveau, ça m'inspire. Et pour l'instant, alors peut-être je suis trop optimiste, mais je crois que si je n'étais pas, je ne ferais pas ça, c'est sûr. En tout cas, ça me fait avancer, c'est un bon moteur. Ouais, être utile? Être utile vraiment sans hésitation.
Oui, je crois que... Et quand il y a eu des moments plus difficiles, etc., je n'ai pas douté parce que je savais que j'étais là pour les Sénois, pour mettre en place un projet, et qu'à la limite, si je ne pouvais plus l'exercer, eh ben, à la limite, c'était pas à moi que ça faisait du tort. Enfin, c'est pas prétentieux, mais c'est de se dire, moi je suis là, je sais pourquoi je suis là. Voilà, ceux qui m'attaquaient ne savaient pas forcément pourquoi ils le faisaient. En tout cas, c'était sans doute pas dans l'intérêt des Sénois. Et puis, ça aide à avancer. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas seule. Je suis avec des administrés, des concitoyens, des amis, des services, des adjoints. Et en fait, tout ça est dans l'ordre du monde. Il y a eu 2 femmes importantes dans votre vie. Vous en avez parlé, votre maman, votre belle-mère. Est-ce que la Seine, c'est la 3e femme de votre vie? Ah, je crois qu'indéniablement, mon destin et le destin de la ville, alors je ne sais pas ce qu'il en restera dans l'histoire, mais en tout cas, oui, c'est une donnée. Et je pense d'autant plus que je n'ai pas de terre de mes ancêtres. C'est ici, notre ancrage, il est ici. La Seine-sur-Mer, je l'ai toujours porté au cœur, mais en étendard. Enfin, je veux dire, et peut-être, effectivement, ça vient de mon histoire, parce que je n'avais pas d'autre terre, pas de terre familiale, pas d'histoire ailleurs, en fait. Et cet ancrage, il est censé, et sans doute très profond à cause de ça. Donc la ville de la Seine, donc 3 femmes, ça fait, pour finir, ça fait 3 femmes. Ouais. Merci. Merci à vous.